Bonjour. Oui, je vais commencer. Alors, je m'appelle Pierrot Pantel. L'introduction sur l'écocide, je pense que Thomas, comme moi, on sera plus intéressant à évoquer le combat pour la nature, pour faire court, plutôt que l'écocide, qui est un sujet, je trouve, peut-être un poil trop restreint, mais pour rendre un peu cet échange intéressant, je pense qu'il vaut mieux qu'on parle de nos expériences et de ce qu'on fait, ce qui fonctionne, et peut-être que ça vous intéressera plus que l'écocide, qui est finalement, à l'heure actuelle, quelque chose d'assez inaccessible, très peu utilisable, parce que les conditions pour pouvoir utiliser ça en termes de droit, c'est assez compliqué, donc je préfère vraiment vous parler de quelque chose qui fonctionne et la lutte telle qu'on la mène tous les deux, pas de la même façon, mais disons avec parfois les mêmes armes, ça fonctionne. Alors je suis ingénieur écologue, je suis aussi chargé de mission juridique à l'Association nationale pour la biodiversité, qui est une association relativement jeune. L'idée, c'est d'avoir un objectif. Et cet objectif, c'est de préserver tout ce qui est à préserver, préservable, ou en tout cas là où on a encore la main pour faire quelque chose. Donc on me contacte, je vais vous expliquer grosso modo comment ça se passe. La plupart du temps, on me contacte et on me dit il y a tel projet, il y a tel industriel, il y a telle route qui doit être construite. Qu'est-ce que je peux faire? Les gens sont la plupart du temps assez perdus face à ces projets qui leur tombe dessus avec une complexité juridique, une complexité même parfois environnementale, parce qu'on n'est pas censé comprendre exactement comment tout ça fonctionne. Qu'est-ce qu'une zone humide? Qu'est-ce qu'on considère vraiment comme une forêt et pas une forêt? Qu'est-ce qu'un défrichement et simplement une coupe de bois? Enfin, voilà, ce sont des choses que Thomas rencontre aussi tous les jours. Donc, ça commence par là, c'est-à-dire qu'on va me contacter, mais parfois le contacter aussi sur des questions de ce type-là, et ensuite nous on essaye de donner des outils, des outils ou des armes, parce que j'ai tendance à dire quand même qu'on est dans une guerre, c'est une guerre contre le vivant qui est menée, et nous on est une forme de guerrier. Chacun dans notre genre, lui dans les arbres et moi devant mon ordi. Donc je pense qu'il va falloir qu'on fasse aussi en alternance, parce que vous allez voir, c'est un vrai spectacle de Laurel et Hardy. Je sais pas si c'est vendeur, mais on va essayer. Voilà, on se connaît depuis 1 an à peu près. J'ai rencontré Thomas parce que je travaillais depuis 2 ans sur un dossier en Guyane où un peuple autochtone voit sa forêt rasée sur une bonne centaine d'hectares, on va dire, pour un industriel qui veut mettre des panneaux solaires et coupler ça avec un système à hydrogène, voilà, avec des piles d'hydrogène. Donc ce projet-là, il est porté par un ami d'Emmanuel Macron, ce qui lui permet d'avoir un petit peu, on va dire, open bar sur tout ce qui est à ne pas faire, et sur ce qui est du droit. Enfin bref, c'est vraiment le Far West là-bas, déjà en temps normal, mais alors là, sur ce dossier, c'est encore davantage. Donc j'ai appelé Thomas en lui disant, écoute, je pense que c'est quelque chose qui, pour le GNSA, est un sujet où vous seriez particulièrement plus que crédible. En fait, c'est carrément votre domaine. Dans les forêts amazoniennes, je pense que le GNSA a sa place. Et c'est ça que j'aime avec Thomas, c'est qu'il m'a dit il faut aller sur place. Et je lui ai dit mais moi j'ai pas l'argent. Il m'a dit le GNSA on t'y emmène. Voilà. Et donc on est partis tous les deux, vraiment à l'arrache, très clairement. Et on a réussi à médiatiser, c'était l'objectif, médiatiser ce dossier, le faire connaître. Ça n'empêche pas, donc ça c'était au mois de novembre dernier. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, en juillet, en août, les Kalinia se prennent encore des grenades pleine tête par paquet de 10 et par paquet même de 100. C'est très compliqué pour eux. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ce dossier-là fait de plus en plus de bruit. Et finalement, la lutte passe aussi par ça. C'est-à-dire qu'il y a, en tout cas, c'est ma vision, moi, c'est le fait de créer d'abord un rapport de force. Nous fonctionnons jusqu'à présent, les associations de protection de la nature, type FNE, LPO, etc., sans vouloir dénigrer leurs actions, qui sont,
par certains aspects quand même relativement intéressantes et qui ont pu fonctionner par ailleurs. Je pense qu'on a entre 20 et 30 ans de retard sur la manière réelle dont il faut se battre face à des professionnels du saccage environnemental. On est face à des défenseurs de la nature et à ce titre-là, eux, ce sont des professionnels. Je pense qu'il faut d'une certaine façon que nous aussi, on se professionnalise ou alors qu'on fasse en tout cas appel à des professionnels. Thomas est un professionnel de l'emmerdement dans les arbres en fait. Voilà, pour faire court, tu es un vrai casse-couille, disons-le. C'est bien vendu. Donc c'est une façon de créer un rapport de force qui est en plus non violent, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de frapper des gens. Et c'est quand même pas plus mal. Que ce soit des animaux ou des gens, autant l'éviter quand même. Donc cette démarche, on la partage. Et elle est efficace. On a de très nombreux dossiers où on arrive à faire exister la lutte, on arrive à engager des rapports de force qui sont ou qui vont être à court terme victorieux. Super. Merci Pierrot. Je vais me présenter quand même parce que voilà, donc Thomas Braille, fondateur du groupe national de surveillance des arbres. Le GNSA a 4 ans d'existence. C'est une association qui a été créée, que j'ai créée en 2019 suite à l'abattage de 9 platanes d'alignement qui devaient être abattus dans ma ville. Sur les 9, j'en ai sauvé 7 en passant 3 jours dans un platane. Et de là, la médiatisation a commencé, ça ne s'est jamais arrêté. 28 jours en 2019 devant le ministère de la Transition écologique pour alerter à l'époque Madame Borne, qui était ministre de la Transition écologique, sur les problématiques d'un article de loi qui n'est pas respecté sur les alignements d'arbres. 1 an et demi de travail avec le ministère de la Transition écologique à la suite de cette action. La loi a régressé puisqu'ils ont rajouté le mot aménagement. Aujourd'hui, on demande une dérogation au préfet pour aménagement. On voit nos arbres d'alignement tomber. On perd tous nos arbres d'alignement en France et c'est une catastrophe. Les coupes rases en forêt aussi. Et puis, à la suite de ça aussi, 11 jours dans un platane à côté du Champ de Mars, à côté de la Tour Eiffel, dont 6 jours en grève de la faim, ça c'était en 2021. Et récemment, à 69, 10 jours dans l'arbre, dans un platane sur la 69 qui n'a pas été abattu. Il faut savoir que quand on grimpe les arbres, j'aime pas dire jeu, vous allez voir, mais c'est souvent jeu quand je dis on, mais j'aime pas le jeu. Mais en fait, on grimpe les arbres pour les sauver. On ne joue pas avec nous, c'est notre métier, on est professionnel. Moi je suis arboriste grimpeur, c'est ma profession. Je connais les arbres depuis plus de 30 ans. Sortir un singe d'un arbre, c'est compliqué. Les forces de l'ordre ne sont pas habilitées et n'ont pas les techniques que nous avons. Donc quand nous grimpons les arbres, on y reste. Voilà. Donc si les arbres restent debout pour la 69, eh bien il n'y a pas d'autoroute. C'est aussi simple que ça. Quand vous êtes au sol, vous faites bien souvent gazer ou attraper, vous finissez en garde à vue, malgré le fait que j'ai fini en garde à vue pour la 69, puisque je me suis mis devant l'appel mécanique, mais j'étais au sol. Et donc là, bien entendu, c'était volontaire de ma part. C'était pour faire un coup médiatique et ça a très bien marché. Ça m'a permis de me reposer aussi 24 heures en cellule parce que j'ai le téléphone qui sonne tout le temps. Je les ai remerciés de ça pour m'avoir donné un petit peu de repos et de répit. Mais sachez qu'aujourd'hui, voilà, le mode d'action, tout premier mode d'action, en fait, vous avez une arme qui est totalement efficace. Ça s'appelle un téléphone portable. En 2019, j'ai commencé ma toute première action en me filmant dans un arbre en expliquant ce que je faisais dedans. D'accord ? Aujourd'hui, c'est le mode d'action du GNSA. Si vous créez une antenne GNSA, vous êtes autonome parce que vous êtes capable de dire à l'instant T ce qui se passe sur votre commune. Cette vidéo part au national. Si elle doit partir au national, nous on la monte au national. Ça part sur les réseaux, Twitter, Facebook, machin et tout. Et je peux vous assurer que c'est une arme fatale. Et aujourd'hui, je documente toutes les vidéos que je fais. La 69, quand j'avais 80 CRS au pied de mon arbre, eh bien, j'étais en train de filmer avec les CRS en bas en disant, voilà, je viens de dire au CRS que si vous voulez me déloger, j'allais monter plus haut, je me décroche et plus haut les branches se cassent et j'allais tomber. Et ça part partout en France. On est au courant que je suis dans cet arbre-là. Et donc, c'est sûr que ça crée des tensions au niveau des élus, au niveau... c'est pas le but à la base, puisque nous on est dans la pédagogie, on est là pour dialoguer avec les élus, on est là pour faire avancer les choses. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ça fonctionne, et tant mieux.
Voilà, j'ai envie de vous dire que la Guyane, pour revenir là-dessus, ce petit peuple-là, il est en train de se faire défoncer sa forêt amazonienne. Donc on y est allé avec Blast, on a fait un 26 minutes pour Blast qui s'appelle Forêt Guyane, silence on tue. On y est retourné 2 fois, la suite de ça, ils ont arrêté le chantier, sauf que là, on n'est pas là, ils recommencent. Mais voilà, il faut faire du bruit, il faut se motiver. Et je veux surtout vous redonner de l'espoir et vous dire qu'aujourd'hui, ce qui nous empêche d'avancer, c'est la peur. Mais la seule peur que l'on doit avoir aujourd'hui, c'est celle du mur qu'on va prendre demain si on ne fait rien aujourd'hui. Moi, j'ai un petit garçon, il a 6 ans. On a cette responsabilité en tant que parents d'assurer un avenir à nos enfants. Si le système politique ne nous donne pas cette satisfaction, c'est à nous de faire en sorte que nos enfants aient un avenir. C'est ce que je suis en train de faire. Je défriche pour mon fils. Mais sachez une chose aussi, c'est que j'ai un petit peu aussi l'impression que l'être humain a oublié qu'on naît et on meurt. J'ai l'impression qu'on a juste l'impression qu'on a gardé dans la tête qu'on ne fait que naître. Non, non, on meurt. Donc, on est de passage. Moi, j'ai un chemin à faire qui est tout tracé, d'accord ? J'ai bientôt à peu près 50 ans. Tout le reste, c'est pour mon fils. Donc, je ne me laisse surtout pas embêter par des états d'âme ou par des personnes, peut-être aussi parfois de ma famille ou parfois du côté amical, qui pourraient me faire dévier de ma conviction. Quand vous avez une conviction profonde, vous allez au bout. Si vous parlez avec le cœur aussi, ça fonctionne. Et c'est ce qui est en train de se passer et ça marche et tant mieux, quoi. Voilà. Est-ce que tu veux réagir ou pas? Moi, je peux enchaîner. Vas-y, je te laisse comme je sais que t'es pressé. Oui, oh non, bah, Non, mais vraiment, ça me dérange pas. Bon. Je profite d'avoir le crachoir pour évoquer j'allais dire un problème. C'est plus qu'un problème. C'est quelque chose auquel on va être tous ici, toutes et tous confrontés dans les prochains mois. J'ai pu identifier ça parce que j'ai des alertes quasiment tous les jours et je crois que Thomas aussi au GNSA. C'est les champs de panneaux photovoltaïques industriels au sein de chaque commune. La loi de transition, d'accélération de ces énergies dites renouvelables impose à toutes les communes, aux 36 000 communes de France, de proposer des espaces où les communes disent là vous pouvez mettre des panneaux solaires. Que ce soit d'ailleurs des espaces forestiers, naturels, peu importe. À partir du moment où ces zones-là sont identifiées par chaque commune. Identifiées par des personnes, la plupart du temps d'ailleurs, non compétentes. Ce ne sont pas des écologues particulièrement qui ont identifié ces espaces-là comme aménageables. Ça veut dire que et c'est déjà le cas, hein, mais ça va encore s'accentuer à une vitesse vertigineuse. C'est que de tous les mois qui vont arriver, là, on va avoir de plus en plus d'alertes de personnes se rendant compte qu'à leur porte, chez eux, juste devant chez eux, dans le bois dans lequel ils faisaient leur petite promenade avec leurs enfants, ce bois-là va disparaître au profit de quelques multinationales venant faire leur beurre sur des milieux naturels. Alors, ça, à l'heure actuelle, ça a déjà commencé dans les Alpes de Haute-Provence et dans d'autres départements, mais les Alpes de Haute-Provence, c'est quand même assez intéressant parce que c'est pas comme dans les Landes où on a des forêts, déjà des forêts industrielles finalement de plantation. Là, on est dans le 04, donc Alpes de Haute-Provence, on est sur des forêts naturelles avec sur la montagne de Lure, qui est la montagne de Jean Giono. Il a écrit pas mal de livres sur cette montagne-là, à côté de Sisteron. Et on a quasiment 1000 hectares, divisés en plusieurs dizaines de projets, où on retrouve Siemens, NG Green, Boralex, toutes des multinationales qui viennent ici, qui déposent des permis pour 10, 20, 30, 50 hectares. Elles rasent les forêts parce que ça leur coûte moins cher que d'installer ces installations industrielles sur des zones déjà altérées, parce que parfois il faut dépolluer le sol, il faut, si c'est un parking, il faut des installations particulières pour pouvoir être à hauteur suffisante au-dessus du parking. Bref, ça leur coûte moins cher de couper les arbres et d'installer les panneaux sur ces parcelles-là. Sauf que l'enjeu financier derrière n'est jamais véritablement avoué. J'ai pu estimer sur la montagne de Lure, donc on parle de quelques kilomètres carrés, c'est pas non plus fou,
J'ai estimé sur les 25 prochaines années, donc le temps de vie des panneaux, les enjeux financiers entre 2 et 3 milliards d'euros. Et je parle de quelques kilomètres carrés. C'est-à-dire qu'au niveau national, ce n'est pas une transition écologique qui est en train de s'opérer, mais bien une transition financière. Les industriels de la finance, les fonds de pension, les fonds d'investissement, c'est ce qu'on a aussi d'ailleurs en Guyane, hein, c'est un fonds d'investissement. Tout ce monde-là vient ravager le monde naturel maintenant. Ils sortent de leur zone qui était industrielle à la base, ils sortent de leur bourse, ils sortent de toutes ces zones-là où ils étaient encore cantonnés pour investir le champ naturel et en tirer profit. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que c'est une forme d'avantage d'être en haut, d'être alerté déjà, c'est qu'on sent déjà ce qui va se passer. Et ça va être colossal ce qui va arriver au niveau de l'installation de champs photovoltaïques. Ouais, alors, petite précision, on ne rase pas les forêts pour faire de l'électricité. C'est se tirer directement une balle dans le pied, quoi. S'il fait chaud sur la planète, c'est parce qu'on a un déficit d'arbres. C'est aussi simple que ça. Ce qui absorbe le carbone, c'est le phytoplancton dans les océans et les forêts. Donc aujourd'hui, si on a une température caniculaire, c'est parce qu'on a un déficit d'arbres. Et ça, je le répète du matin au soir, parce que j'ai pas l'impression qu'on donne la réponse à cette question-là quand on dit demain il va faire chaud. Mais si tous les jours à la météo, quand on regarde cette année télé, on pouvait dire demain il va faire chaud parce qu'on a un déficit d'arbres, j'espère ça pourrait un petit peu commencer à émerger dans la tête des gens, quoi. Ce qui est important aussi, et je pense, je suis ravi d'avoir Aymeric à côté, parce que voilà, il va peut-être faire remonter cette idée au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir une formation obligatoire de minimum 3 jours. Une formation diplômante obligatoire de minimum 3 jours de tous nos élus qui veulent prendre des postes politiques. On ne peut pas laisser les clés du pouvoir ou les clés de postes politiques à des personnes qui n'y entendent absolument rien. Ce n'est pas possible. Et ça, je le dis de plus en plus, et je pense qu'il va falloir vraiment que ça devienne la norme. On ne peut pas laisser les clés de la maison à des gens qui n'y entendent rien. Ce n'est plus possible, quoi. Voilà. Et les élus, en règle générale, hein, je vous parle pour le niveau politique ou niveau élu. Mais il faut que ces formations diplômantes soient faites par des personnes, des scientifiques reconnus, ou mais des choses vraiment concrètes, quoi. Pourquoi à ce compte-là, on pourrait monter dans une voiture et conduire sans permis? C'est exactement pareil. On va droit dans le mur si on conduit sans permis. D'accord? Voilà. Et je sais plus... Vas-y. Parfois, on n'est pas d'accord avec Thomas. C'est ce qui fait le sel de notre amitié. Je pense que c'est pas parce qu'on a un permis que forcément on va pas dans le mur. Et à titre je pense qu'à titre personnel même, pour moi, on est déjà bien dans le mur comme il faut. On le sent pas aujourd'hui, mais moi je reviens d'une semaine à 43 degrés. Je peux vous dire que le mur, je l'ai senti. Voilà. Et je suis pas le seul. Depuis 48 heures, la plupart des chênes blancs chez moi, dans les Cévennes, ils ont tous cramé, tout simplement. Donc ils n'ont plus de feuilles. Donc non, le mur, on est en plein dedans. Et là, c'est que ce qu'on voit. Mais les espèces vivantes, autres que végétales, on les entend pas crier, c'est comme les poissons. Il n'empêche que elles n'ont pas la clim et elles subissent de plein fouet ce qui nous pose aussi problème. Moi j'ai passé une semaine dans ma cave, tout ce qui était faune à l'extérieur, ils ne pouvaient pas se protéger de la chaleur qui leur tombait sur le bout du nez. Donc c'est marrant parce que des fois je suis catalogué comme... Ouais, Pierrot il est très... Bon, moi j'essaie de donner une côté positif, mais après c'est aussi parce que je vous avoue, moi j'ai un petit garçon, je pense qu'il y a ici des personnes qui sont parents. Moi je peux pas avoir cette vision-là parce que ce serait dire, ok, je m'assois dans mon canapé, je mange des chips et je regarde Netflix, quoi. Ça pour moi c'est hors de question. Cette notion-là aujourd'hui... je peux pas abonder dans ton sens, Pierrot. Après, je peux te filer mes codes Netflix aussi. Si c'est que ça, il n'y a pas de souci. Non, mais je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que parfois, je suis catalogué comme pessimiste et comme parfois trop optimiste. Sur les luttes, quand je vois qu'on a gagné, alors même que localement, ils ne le voient pas, il y a plusieurs luttes où je sais qu'on a déjà gagné. Or, c'est pas de l'optimisme et j'essaie d'être le plus lucide possible. Non, Pierrot il fait un boulot de dingue parce que
quand vous luttez, en fait, vous avez le côté action. Moi, je suis quelqu'un d'action. C'est-à-dire, j'ai besoin d'être sur le terrain, j'ai besoin d'être là, j'ai besoin de me confronter quelque part, oui, au danger. Hein. Il y a toujours un danger quand vous partez sur une action. Pierrot, il est sur le côté juridique. Mais aujourd'hui, encore, on a... J'ai envie de dire, ça ne marche pas tout le temps, hein, les actions juridiques. Et là aussi, je tire un peu la sonnette d'alarme parce qu'à quand la nouvelle génération et la nouvelle vague de juges qui vont rendre des jugements en faveur de l'environnement parce qu'aujourd'hui, c'est peau de chagrin. Mais aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans le juridique. Et si vous avez des personnes qui sont fortes, comme Pierrot, qui a une base juridique intéressante, quand vous mêlez l'action et le juridique, on peut arriver à des résultats qui sont assez intéressants. Quoi. Je voulais revenir sur les forêts. J'alerte aussi sur le fait qu'il y a beaucoup de forêts qui sont en train de passer à la moulinette. On fait passer nos forêts, on appelle ça de la coupe rase. Et toutes ces forêts-là, eh bien, elles partent pour aller alimenter soit des centrales biomasse, soit de faire du pellet à granulés ou tout ça. Sachez une chose, c'est que personnellement, moi, je n'ai absolument rien contre le fait qu'on utilise du bois, qu'on utilise la ressource bois, qu'on utilise la matière bois dans les forêts, loin de là. Mais on ne peut pas industrialiser nos forêts. Ça ne marche pas aujourd'hui, quoi. Ça ne peut plus marcher, ce modèle-là. Il faut revenir à un modèle de gestion durable, de gestion raisonnée, avec toujours un couvert végétal. Si vous rasez une forêt, à partir de 50 degrés sur le sol, vous tuez toute la vie microbienne du sol. Parce que le rayonnement solaire, il va tuer cette vie microbienne. Et ça, ce n'est plus possible. On parle de déforestation, on parle de l'Amazonie, mais quand vous rentrez dans 20 ou 30 hectares de forêt qui ont été rasés, vous êtes sur le modèle de l'Amazonie. Et quand en plus de ça, on vous transforme cette forêt en plantation, avec des arbres en randonnion, comme chez nous dans le Tarn, avec du Douglas, eh bien, vous changez complètement le modèle. On n'est plus sur un modèle de forêt, on est sur un modèle agricole, sur un modèle de plantation. Alors oui, le bois, d'accord, mais sortons-le intelligemment de nos forêts pour éviter justement d'aller droit dans le mur. J'ai eu il y a 3 semaines sur France Inter, j'ai fait le débat de midi avec en face de moi le secrétaire général des coopératives forestières, d'accord ? Le monsieur qui était là, il est juste sur un modèle industriel, lui. C'est-à-dire qu'il regroupe toutes les coopératives qui travaillent avec, en gros, pour faire rapide, avec ces grosses machines qu'on appelle des têtes abatteuses, d'accord, qui prennent le boulot de 10 bûcherons, quoi. Eh bien, là où j'ai envie de vous dire qu'il y a de l'espoir et que les choses peuvent avancer, c'est qu'à la fin de ce débat, j'ai tapé pas mal sur Alliance Forêt-Bois, qui est une coopérative forestière qui a regroupé plus de 300 petites coopératives, petits entrepreneurs, je veux dire. Ils ont tout le ouest de la France. Et c'est eux qui mettent le pain maritime dans les Landes, donc il y en a partout, qui mettent du Douglas dans nos forêts, qui transforment nos forêts, avec ce fameux plan de relance à 500 millions d'euros où 140 millions d'euros sont partis pour la filière bois et qui sont en train de transformer nos forêts de feuilles diversifiées en plantations d'arbres. Et ça, c'est pas possible aujourd'hui, quoi. Donc, à la suite de cette émission, eh bien, le directeur général d'Alliance Forêt-Bois m'a appelé en me disant Thomas, il faudrait qu'on se rencontre, qu'on puisse échanger et tout. Mais tant que ces coopératives forestières continueront à travailler juste avec le ministère pour faire passer leurs lois et leurs doléances, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, il faut travailler en tripartite, c'est-à-dire association, gouvernement et coopératives forestières. Et c'est là-dessus aujourd'hui qu'on alerte. Et moi, dès que je vois une coupe rase, je me fais un plaisir de m'arrêter au bord de la route. Je ne sais même pas parfois où je suis. Je regarde sur la carte le village que c'est. Je tends mon téléphone, je fais une vidéo, ça part. Et les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, les médias m'appellent dans la foulée. Tout le monde s'en empare. Voilà. Juste pour information, j'ai fait une vidéo qui a fait 800 000 vues, quoi. Juste parce que je cours, parce que je devais aller en plus sur une lutte pour la LGV, la ligne Bordeaux-Toulouse. Je devais aller aider la LGV parce qu'ils allaient se faire couper les forêts avec ce fameux projet aussi qui est un peu dans notre temps. Et là, je m'arrête, je vois une coupe rase énorme avec un tas de bois qui faisait 200 mètres de long. Je prends mon téléphone, je cours en disant je cours, je suis désolé, je dois aller ailleurs. Et là, je cours, mais en fait, les gens disent mais combien de temps il va courir, quoi. Il y avait une pile de bois, mais sur je ne sais pas combien, et on avait rasé sur des hectares et des hectares dans les Landes une forêt de feuillus diversifiée, quoi, qu'on allait transformer par la suite avec du pain maritime. Mais ça ne marche plus, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, on est là-dessus. Donc, après, je ne sais pas combien de temps il nous reste, parce que moi aussi, je peux parler longtemps, mais
Voilà, moi je vous invite à créer un GNSA si vous êtes sensible à la cause de l'arbre. Je sais qu'il y a énormément de causes qui ont été évoquées ici, et moi je suis ravi parce que en même temps, quand on aime le vivant, qu'on aime les arbres, on aime aussi, on n'aime pas voir des taureaux se faire défoncer ou des animaux en batterie, ça c'est une certitude. Mais voilà, si vous aimez les arbres, si vous aimez les forêts, créez un GNSA, et je le dis à chaque conférence que je fais, je cherche des grimpeurs. On est en train de créer une équipe de grimpe. Il y a le GIGN, il existe, et maintenant vous allez avoir le groupe national de surveillance des arbres qui va défendre les arbres, parce que visiblement je suis désolé, c'est pas fait, et puis parfois c'est un petit peu fait par-dessus la jambe parce que les lois ne sont jamais respectées. Et les zones Natura 2000, on n'en tient pas compte. Les espaces boisés classés, on les déclasse pour faire des immeubles. Et puis les parcs naturels régionaux, eh bien dedans, on y fait du photovoltaïque. Mais à quoi ça sert de classer tous ces îles-là si c'est pour les défoncer par la suite? Au moins, ne les classez pas, quoi. L'autoroute A69, mission régionale d'autorité environnementale, avis défavorable. Le Comité national de la protection de la nature, le CNPR, avis défavorable. L'enquête publique environnementale, 90% d'avis défavorables sur 6200 avis déposés par les citoyens. Et l'autoroute, elle se fait? Non, je ne suis pas d'accord. Donc aujourd'hui, on écoute les citoyens. Si les citoyens disent non, eh bien, on ne fait pas d'autoroute. Sinon, on ne demande pas leur avis, on passe en force. Là, ça me ferait un peu moins mal. Mais si on vous demande votre avis, on le respecte. Aujourd'hui, on ne touche pas aux arbres. Point. Tu te fais à chaque fois applaudir, alors que les 800 000 vues, c'est juste parce qu'il était essoufflé comme un cochon. Voilà, sachez-le. 200 mètres, c'est long, hein Thomas? Attention, je rappelle que nous sommes donc ici dans un parti antispéciste. Il faut mieux éviter toutes les expressions qui semblent défavorables à l'animal que vous mettez en cause. En l'occurrence, le cochon souffle très bien. Je suis arrivé voilà. Il y a à peine 1h30 et j'ai pas eu le temps. Ouais, c'est vrai. Je vais revenir 2 secondes sur les formations. Je savais pas qu'on était 3 moi sur. Ouais, donc t'as raison. Non, mais je suis juste là pour surveiller le vocable. Ouais, donc, ne vous gênez pas pour moi. Faites comme si je n'étais pas là. Donc, pour ce qui est des formations, tout à l'heure, on avait le papa d'un multimillionnaire. Moi, ma sœur est juge, donc je peux parler de la formation des juges. Et en termes d'environnement, c'est à peu près inexistant. Voilà, ils n'ont aucune formation au code de l'environnement. Donc la plupart du temps, je demande des rendez-vous, moi, avec les procureurs, pour aller leur expliquer le code de l'environnement. En fait, on en est là, leur expliquer qu'il y a des espèces protégées et que non, on ne peut pas tout défoncer comme on veut, ça ne marche pas comme ça. Il existe aussi une police de l'environnement qui s'appelle l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Alors ça, j'ai été pendant 15 ans moi-même inspecteur de l'environnement à l'OFB. Donc je connais certains de mes collègues et je connais aussi le manque de formation en interne. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'était soit des anciens gardes-pêche, soit des anciens gardes-chasse. Donc pas des juristes, véritablement. Donc il y a des gens très compétents, mais il y a aussi des gens très peu compétents et très peu volontaires. Et donc, suivant les départements, ça se voit assez vite. Quand on arrive dans un département et que les infractions sont graves et évidentes, mais que le chef de service de l'OFB explique que non, il n'y a aucune infraction, tout va bien, madame ou monsieur le procureur. Là, effectivement, ça demande d'avoir quelques explications. Et le problème, c'est que j'ai des tas de départements où c'est le cas, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône, que ce soit dans le 44, que ce soit dans le Var. Enfin, il y a plein de... Et je ne parle même pas de la Guyane, où là, c'est le stade au-dessus. On est vraiment hors champ de tout. Où en interne, l'OFB, j'ai eu des informations comme quoi, en interne à l'OFB, au niveau national, il a été interdit aux agents sur le terrain d'aller constater les infractions. Voilà, donc c'est extrêmement grave ce qui s'est passé en Guyane. Il y a des plaintes probablement qui vont être déposées parce que là, ça s'appelle une violation du code pénal puisque les fonctionnaires ne doivent pas mettre en place des décisions pour faire obstacle à l'application de la loi. Voilà. Donc, ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est que sur mes compétences juridiques, en vérité, il y a des gens bien plus compétents que moi d'un point de vue juridique. Simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la multiplicité des domaines. C'est-à-dire quand on est bon sur le volet juridique, c'est largement pas suffisant. Enfin, ça se saurait sinon. Hein. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est articuler
plein de choses, à la fois le côté naturaliste. C'est pour ça qu'en tant qu'ingénieur écologue, c'est aussi facile parce que sur le terrain, je sais quoi chercher et surtout, je sais quoi faire chercher. Parce que c'est pas moi qui vais perdre mon temps, entre guillemets, à aller chercher des petits oiseaux, avec tout le respect que j'ai pour les oiseaux, et tout le cortège d'espèces protégées, c'est pas moi qui vais le chercher, j'ai pas le temps. Néanmoins, quand j'explique à un écologue, il faut que tu me trouves une grenouille ou que tu me trouves un papillon, ou que voilà, je vais chercher la bonne personne, elle me trouve ce dont j'ai besoin d'un point de vue du droit, et ensuite je peux l'intégrer dans mon recours, enfin en tout cas dans le recours de l'avocat, je suis un peu l'entremetteur et le lien entre toutes les personnes de la lutte pour être le plus efficace possible, parce que ça reste le maître mot de ce qui, comment dire, c'est le maître mot de notre façon de lutter, je pense, en tout cas, c'est l'efficacité. On n'a plus le temps en fait de pas être efficace. C'est se perdre dans des discussions sans fin, des réunions qui ne servent à rien. Aujourd'hui, on est contraint de gagner. Et j'ai envie de dire par tous les moyens. On ne peut plus se contenter de faire des pétitions, des danses avec des tambourins. C'est fini ça, hein, c'est fini. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à se confronter. Tout à l'heure, tu parlais de la peur, et je suis complètement d'accord avec toi. Je suis la plupart du temps confronté à des gens qui ont plus peur finalement d'un gendarme que de voir leurs 20 ou 30 hectares en face de chez eux et des espèces qui y vivent ravagées. Donc oui, il y a un renversement aussi à avoir. Peut-être que la suspension de l'arrêté qui concernait les soulèvements de la terre va un peu décoincer ça. C'est-à-dire que les gens vont peut-être se sentir d'une certaine façon un peu plus légitimes à se battre. Et ça peut être intéressant. Enfin, c'est même pas peut-être. C'est intéressant pour nous. C'est intéressant pour toi parce que toi, je pense que tu pourrais faire un guide du routard de toutes les gardes à vue que tu as fait, de toutes les casernes de gendarmerie un peu partout en France, y compris en Outre-mer. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vraiment être le plus... ne pas avoir peur à se confronter. Quand les choses sont suffisamment graves, l'A69, c'est grave, ces projets-là ne peuvent pas être acceptés. Dès lors, la réaction doit être à l'échelle de cette gravité. Voilà. Et je voulais juste ajouter quelque chose. Moi, je suis uniquement dans la bienveillance. Dans mon ADN, je n'ai pas du tout, je ne sais pas casser et je ne sais pas être violent. Et je voulais juste dire que, et je ne critique aucune forme de lutte, quelle qu'elle soit. Il y en a qui dégradent, il y en a qui crament des machines. Je ne critique aucune forme de lutte. Je pense qu'elles sont à la limite toutes utiles pour que le combat avance. Mais la mienne n'est pas là-dedans. Alors, vous allez me dire, c'est facile, parce que quand vous êtes perché à 15 ou 20 mètres de hauteur, pour être confronté aux forces de l'ordre, ben déjà, vous ne l'êtes pas. Et du coup, moi, il y a une forme de... il y a une forme de bienveillance aussi des forces de l'ordre à mon égard. Parce que le dialogue avec moi, il est apaisé. Je leur parle de leurs enfants, je dis que je fais ça pour eux. Il y a une écoute qui se fait. Et j'ai fait une garde à vue il n'y a pas longtemps pour la 69. Je peux vous assurer que j'ai l'impression d'être comme si je rentrais dans un grand hôtel quand ils m'ouvrent la porte pour entrer dans la voiture de la gendarmerie. Ils sont très bienveillants. Et je leur explique une chose, c'est que je leur dis, moi je n'en ai pas après vous, j'en ai après les donneurs d'ordre. Vous exécutez votre travail, malgré le fait que parfois j'aimerais que certains gendarmes ne se portent pas le matin et qu'il n'y ait personne au pied de l'arbre. Ça, c'est autre chose. Mais ce n'est pas du tout après ces personnes-là que j'en ai. Et moi, je pars du principe que ce n'est pas en faisant silex contre silex qu'on fait avancer les choses. Je préfère gagner la confiance de la gendarmerie et des gens qui sont au sol, leur expliquer que notre combat, il est juste. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, je mène une lutte qui est reconnu par tout le monde parce que j'ai très peu de détracteurs sur les réseaux sociaux parce que je défends les arbres. Les arbres, tout le monde a vite compris que si vous êtes sur un parking ou si vous êtes sur une zone où il n'y a pas d'arbre et qu'il y a un seul arbre qui traîne, si vous avez chaud, eh bien vous allez vite vous mettre dessous et tout le monde a compris que les arbres, on en a vraiment besoin, quoi.
Alors Et, que moi, je défends le crapaud épineux et tout le monde en a Voilà. franchement rien à foutre en fait du crapaud épineux. Alors Voilà. pas ici. Ici, on a vraiment un vrai souci du crapaud ça épineux recommence. et de toutes les autres formes de crapaud. Je tiens à le Voilà. préciser. Pierrot, il a tout On foiré. a des brochures sur la rêve là-bas, sur qui on est exactement. Voilà, et juste voilà, pour finir là-dessus, je vous dis, voilà, le combat il est mené comme ça, il fonctionne, tant mieux. Et voilà, je ne sais plus trop ce que je voulais dire derrière, chaque fois je perds le truc. Mais non, mais voilà, moi en tout cas, c'est pas dans mon ADN et c'est vraiment la charte du GNSA, c'est dire bienveillance, bienveillance et bienveillance. Et je pense que ça paye aussi, quelque part. On a une forte reconnaissance médiatique en 4 ans d'existence, c'est quelque chose qui est assez énorme. Elle est très jeune, l'association, et elle fait beaucoup de bruit. Alors certes, ces actions sont très médiatisées. Quand vous êtes perché à 15 ou 20 mètres dans un platane, eh bien, et que vous faites monter tous les journalistes de France pour la 69, on a fait grimper tous les journalistes, les chaînes de télé et compagnie. Vous retouchez un petit peu de votre enfance quand vous remontez dans un arbre. Certains ont trouvé ça super. Et il faut vous assurer après qu'on a des super reportages, on a des super retours. Parce qu'on vient il ne faut pas l'oublier que si vous faites travailler votre cerveau reptilien, on vient des singes. Et on a ce qu'on appelle ici la pince. Et que quand à l'époque... Alors, pardon, excuse-moi de t'embêter. Ici, à la rêve, nous reprenons Darwin. Nous sommes des singes. Voilà. Nous n'en venons pas. Nous sommes, nous sommes des singes. Nous appartenons à la famille des grands singes, en l'occurrence. Voilà. Et donc, voilà, pour terminer là-dessus. Et à l'époque, quand on avait il y a 200 000 ans, quand on avait des grosses bébêtes qui nous couraient derrière, eh bien, on allait se réfugier dans les arbres, quoi. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, l'arbre, il est très protecteur. Et moi, je suis plus en sécurité quand je suis perché dans mon arbre, quand j'ai 80 CRS en bas, que si j'étais au sol, quoi. Voilà. Je vais dire quelques mots. Peut-être élargir un tout petit peu le sujet qui était sur la notion d'écocide. Et merci pour vos témoignages très concrets, justement, du combat quotidien pour lutter contre l'écocide. Juste peut-être expliquer un peu pourquoi cette notion est extrêmement importante pour nous, à la rêve en particulier. Donc l'écocide, en gros, c'est l'idée de commettre des atteintes extrêmement graves sur un milieu, sur un environnement, des atteintes graves et durables. Et ce terme est apparu après la Seconde Guerre mondiale. Et à vos souhaits. Et il fait un peu frais, hein. Mais si, c'est vrai, on ne savait pas. Moi, je ne savais pas. C'est magnifique ici. En revanche, il y a un microclimat un petit peu venteux. Donc, mais ce mot d'écocide, on a surtout entendu parler vraiment pour la première fois au moment de la guerre du Vietnam, où il y a eu des destructions de forêts extrêmement importantes de la part des Américains, avec l'agent orange. Et depuis, il y a beaucoup de mouvements qui luttent, qui se battent pour que la notion de crime d'écocide soit reconnue par le droit, soit par les droits nationaux, soit par le droit international, par la Cour pénale internationale, par exemple. La Convention citoyenne pour le climat avait proposé que le crime d'écocide soit reconnu par la Constitution française. À notre grand étonnement, la proposition n'a pas été retenue. On ne sait pas pourquoi. Alors que pour le reste, ils étaient tellement attentifs. Ouais. Non, en revanche, il y a un délit d'écocide qui a été créé, mais qui est un délit, donc qui n'est pas un crime et qui ne s'applique que dans des circonstances assez restrictives. Donc on ne peut pas vraiment considérer que la chose est prise au sérieux pour l'instant. En revanche, les choses sont quand même en train d'évoluer. On commence à comprendre qu'en effet, il y a des destructions qui sont faites à la nature qui sont plus admissibles. C'est d'ailleurs l'émergence des mouvements écologistes, etc., comme le nôtre. Et il se passe quand même des choses dans le monde qui sont d'initiatives locales, qui doivent nous interpeller, nous intéresser, qui passent notamment par la reconnaissance juridique d'entités du vivant, comme de fleuves, par exemple. Les fleuves. Donc en Nouvelle-Zélande, il y a un fleuve qui a été reconnu comme une entité vivante et qui a une existence juridique aujourd'hui, ce qui fait que si jamais il y a une atteinte qui est commise contre ce fleuve, une pollution très importante, eh bien, il sera défendu devant la justice par des humains qui ont donc la charge de le représenter en termes de droit, mais aussi d'en être un peu le porte-parole.
Et puis il y a des initiatives locales en Équateur, en Bolivie, un peu similaires. Il y a quand même, je crois, une dizaine de pays qui ont inséré dans leur législation la notion d'écocide, mais c'est purement formel. Enfin, ça ne donne rien de concret. À la rêve, c'est extrêmement important de se pencher sur cette question parce qu'on est au cœur de ce qui explique notre philosophie. Peut-être vous n'étiez pas tous là hier matin, mais je veux juste rappeler que nous, quand même, on a une relation au vivant qui est particulière par rapport d'ailleurs à d'autres expressions politiques de l'écologie. Nous plaidons pour que la valeur intrinsèque du vivant soit reconnue. La valeur intrinsèque, c'est-à-dire que le vivant, les entités du vivant ou les entités qui participent au vivant, parce que bien sûr on peut se demander si un fleuve est vivant lui-même, voilà, il est vivant parce qu'il apporte aux différents processus de vie ou par les vies qu'il abrite, évidemment, mais ce n'est pas la même vie qu'un arbre, par exemple, qui lui est directement vivant. Bref, toutes les entités vivantes ou qui participent au cycle du vivant, aux écosystèmes, eh bien effectivement, pour nous, ont une valeur extrêmement importante et pas simplement en fonction de ce qu'elles nous apportent, même si évidemment c'est déjà un critère quand même extrêmement important, savoir que si on détruit tout ce qui nous permet de respirer, ce qui nous permet de nous nourrir, et ainsi de suite, c'est quand même très problématique et c'est déjà ce qui est en train de se passer. Mais nous, on pousse la réflexion plus loin, on se dit, mais ça ne nous intéresse pas seulement de savoir si cet arbre, j'en ai besoin pour respirer. Je me dis que cet arbre qui est là depuis peut-être 20 ans, 30 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, cet arbre, en fait, il a le droit d'exister en tant que tel. Nous, on est très inspirés dans notre vision des choses de pensée philosophique asiatique. Et donc, je ne vais pas aller trop dans le détail parce que ce n'est pas forcément le lieu ici, mais comme je l'expliquais hier, nous prônons une écologie métaphysique qui s'interroge sur notre place au milieu du vivant, sur le rôle que nous pouvons avoir à l'égard de ce vivant. Et nous, on est arrivé à la conclusion, pardon si je répète 2-3 éléments, mais je sais qu'il y a des gens qui n'étaient pas là hier à la réunion introductive. Nous avons fait le constat tout simple que l'espèce humaine étant aujourd'hui l'espèce dominatrice, non pas l'espèce supérieure, mais l'espèce dominatrice, c'est elle qui a le pouvoir de vie et de mort sur absolument tout ce qui l'entoure, eh bien cela confère une responsabilité particulière à notre espèce. Et cette responsabilité, c'est celle de prendre soin du vivant. En prendre soin, sans s'interroger simplement sur le bénéfice qu'on retire au fait que ce vivant continue à exister au moins un certain temps jusqu'au moment où on va s'en servir. Non, pour nous, le vivant, il peut continuer à exister indépendamment de notre existence à nous. Et donc, un arbre se respecte en tant que tel. Parce qu'il était là, parce qu'il a une spiritualité, parce qu'il a une vie, parce qu'il est dans la poursuite de lui-même, la poursuite de son existence. Et je sais bien que ce n'est pas habituel d'entendre un politique, puisque maintenant je suis un politique, avoir ce genre de discours qui va être moqué peut-être par certains collègues. Mais nous, la moquerie, on s'en préoccupe pas trop. C'est pas notre souci, parce que justement, on trouve que nous, ça nous fait pas rire, ça nous désespère, ce sont les discours politiques complètement déconnectés des réalités biologiques de ce qui nous entoure. Et le fait qu'un oiseau, un crapaud, un chêne, un cochon, mais un cochon, bien sûr, un cochon. Alors là, le cochon, pour parler du spécisme, on peut passer 1 heure pour... C'est l'exemple vraiment parfait. Et bien voilà, toutes ces entités-là, elles ont le droit de continuer à vivre et nous devons nous en occuper. Et c'est vrai que le degré des violences qu'on inflige à toutes ces entités du vivant animal ou du vivant végétal sont telles qu'à un moment, il va bien falloir que dans la loi, nous changions les choses en reconnaissant une existence juridique. Alors effectivement, l'écocide, c'est une notion qui s'applique plutôt à des grandes surfaces. On est plus sur du végétal, sur de l'eau, etc. Donc c'est vrai qu'on ne parle pas encore, mais on pourrait l'imaginer sur la destruction. Le fait, par exemple, qu'on élimine, ce qui est le cas, hein, quand on élimine 90% des éléphants en un siècle, ou 90%, 80, alors je me trompe sur les chiffres, pour chaque espèce, on est entre 80 et 99% entre les éléphants, les tigres, etc., les lions. C'est une forme d'écocide à partir du moment où c'est une destruction de masse irréversible, enfin irréversible. Non, c'est jamais irréversible en ce qui concerne les espèces dont on parle. Voilà, tant que ça n'a pas disparu. En tout cas, c'est durable, c'est sur la durée. Donc, on est bien dans la notion d'écocide, c'est-à-dire quelque chose de masse et qui dure et qui est très long. Donc, là aussi, ça pourrait rentrer dans cette notion. Et donc, nous, à la Rêve, on milite, ça fait partie de notre programme, pour qu'on change complètement également notre palette juridique. Pour être beaucoup plus sévère, parce que évidemment, lorsqu'on détruit une forêt,
eh bien, c'est quelque chose qui doit être sanctionné très durement. Et pas seulement parce qu'il y a effectivement, quand il y a un conflit, je parlais de la guerre du Vietnam l'autre jour, quand il y a un conflit, mais quand il y a une destruction quand Hiroshima, on est sur des destructions de vivants qui concernent à la fois les humains, mais pas que de Tchernobyl. Quand tout à coup il y a une centrale nucléaire qui explose et qui fait que pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, eh bien dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres, on ne peut plus venir habiter, on ne peut plus se nourrir, etc. on ne peut plus utiliser les terres, il y a de l'écocide là-dedans. Donc, c'est quelque chose, l'écocide, qui n'est pas encore reconnu, mais une notion qui est appuyée aujourd'hui par de nombreux juristes, de nombreuses associations. Ça fait partie des revendications aussi de la REV. On veut aussi une reconnaissance du crime d'écocide dans la loi française. Et ça fait partie, je terminerai là-dessus, d'une vision très globale que nous avons du vivant et du fait que nous devons complètement redéfinir la place de l'homme, en cesser avec notre vision complètement anthropocentrée de la société, où on imagine que nous sommes au sommet et que tout ce qu'il y a sur cette planète, c'est à notre service. À partir du moment où on prend conscience du fait que nous ne sommes qu'une espèce parmi les autres, et que par ailleurs nous avons ce devoir moral dont je vous parlais de prendre soin de ce qui nous entoure, il est bien évident que nous devons sanctionner les atteintes graves à ce qui a le même droit de vivre que vous et moi.